Un rachat à plus de 400 millions d'euros, plus de 20 boutiques en France et une nouvelle PDG. Mais que se passe-t-il avec Aromazone? Comment la marque qui a popularisé le DIY en France semble aujourd'hui s'en éloigner? Et oui, Aromazone fait beaucoup parler en ce moment. Ce site sur lequel on pouvait passer des heures à chercher le meilleur actif pour notre routine skincare est-il aujourd'hui devenu un géant froid de la cosmétique tourné vers le chiffre d'affaires? Aromazone naît en Auvergne à la fin des années 90 au sein de la famille Vaucelin. Au départ, le site aromazone.com est un site de conseil pour l'aromathérapie. Très rapidement, le site devient commercial et propose à la vente des huiles essentielles, des hydrolats et des savons. On est encore très loin du grand public. La cosmétique naturelle, c'est quelque chose encore niche et qui n'est pas encore apprécié du grand public. Progressivement, la marque commence à élargir ses offres et introduit une idée nouvelle en France, réaliser ses propres cosmétiques, ce qu'on appelle aussi le do-it-yourself ou le DIY. Et ils ne vont pas seulement proposer des ingrédients bruts, ils vont aussi mettre à disposition des recettes aux clients, des bases neutres, des actifs faciles à mélanger, tout ça pour simplifier la cosmétique DIY. Aromazone ne vous vend pas seulement des ingrédients, elles vend alors une vraie promesse, reprendre le contrôle de sa routine skincare et surtout une possibilité de personnalisation comme jamais vu auparavant, ce qui est un vrai fantasme pour les clients et clientes. C'est ainsi que le DIY fait son entrée en France. Il faut savoir qu'à cette époque, ce concept est très novateur mais surtout nécessaire. Le marché est dominé par des marques avec des formulations opaques. Peu de gens connaissent les listes INCI ou même s'intéressent à la traçabilité des ingrédients. C'est ce contexte qui a vraiment favorisé le succès d'Aromazone car les consommateurs avaient de plus en plus envie de comprendre ce qui se passait derrière les cosmétiques et de connaître ce qu'ils s'appliquent sur la peau. Des ingrédients encore jusque-là inconnus du grand public deviennent populaires, comme par exemple des poudres végétales comme l'amla, le henné, des actifs ou encore des émulsifiants tels que le BTMS qui est un ingrédient phare de la marque. Aromazone devient une vraie référence et c'est la première fois que les clients ont accès à des ingrédients qui sont d'habitude réservés au laboratoire. Aromazone s'impose alors comme le point d'entrée du DIY en France et des millions de Français se mettent à réaliser leur crème de jour, leur shampoing ou encore leur liquide vaisselle. Aromazone a transformé le DIY cosmétique en quelque chose d'extrêmement accessible. Plus besoin d'être expert ou formulateur, il suffit simplement de suivre une recette, de mélanger quelques ingrédients et hop, vous avez votre crème de jour. C'est cette simplicité qui a permis à des millions de Français de se lancer dans le DIY et aux clients d'adhérer à la promesse de réaliser ses propres cosmétiques facilement. Cependant, on va le voir, tout n'est pas aussi rose. Cette facilité, ce n'était pas juste une volonté pédagogique d'Aromazone. Non, c'était une vraie stratégie marketing. En simplifiant les recettes, Aromazone rend ses ingrédients indispensables. Les clients vont commencer à acheter quelques ingrédients pour tester, puis soit il va leur manquer un ingrédient, soit ils vont vouloir réaliser une autre recette, ce qui leur demande d'acheter de nouveaux ingrédients, et ainsi de suite, ce qui va générer énormément de ventes. Les clients reviennent régulièrement pour compléter leur stock. Et cela se confirme en chiffres. 20% de croissance, plus de 100 millions de chiffres d'affaires en 2021, 7 boutiques et plus de 2 millions de clients. Aromazone devient alors vraiment la marque préférée des Français. Mais alors que le DIY a vraiment fait la renommée d'Aromazone, on observe quelque chose ces dernières années. La marque s'oriente de plus en plus vers des produits finis. Et ce changement, c'est pas anodin. En fait, ça va vraiment permettre d'augmenter le chiffre d'affaires d'Aromazone. On peut voir plusieurs signes de ce changement. Par exemple, des ruptures de stock en permanence sur des ingrédients qui ont vraiment fait l'identité de la marque, comme par exemple des poudres, des hydrolats, des émulsifiants. Par exemple, le BTMS qui est vraiment un ingrédient phare et qui est resté pendant plusieurs mois en rupture de stock. On observe aussi que les produits finis sont de plus en plus mis en avant. Tout ce qui concerne les ingrédients naturels sont remis à l'arrière des boutiques alors que les nouveaux étals sont remplis de nouvelles formulations, dont les fameux sérums d'Aromazone. Finalement, on observe simplement que les ingrédients qui ont fait l'identité d'Aromazone sont aujourd'hui relégués au second rang et ne sont peut-être plus assez attractifs pour la marque. Et cette évolution a vraiment permis à Aromazone de rejoindre la cour des grands. En 2021, la famille Vaucelin laisse les rênes d'Aromazone à Euraseo, un très grand groupe d'investissement qui lâche 414 millions d'euros pour devenir actionnaire majoritaire de la marque. Loin de l'image familiale de la marque,
la gouvernance change totalement. Cette nouvelle direction accélère totalement le changement d'identité de la marque. Contrairement à ce que certains craignaient, ce virage ne met pas du tout en difficulté Aromazone. Bien que la marque ne partage plus officiellement son chiffre d'affaires, les indicateurs sont clairs. Les ventes explosent, on parle d'un flacon vendu toutes les 20 secondes. Et le chiffre d'affaires aurait atteint 200 millions d'euros en 2024. La nouvelle PDG, issue du retail, pousse la marque à l'international et se concentre vraiment sur les produits finis. Bon, d'un point de vue économique, ça marche vraiment. Mais pourtant, une partie des clientes historiques de la marque, qui justement avaient connu Aromazone avec le DIY et la réalisation de leur tambouille, se retrouvent délaissées et commencent à critiquer cette évolution d'Aromazone. Aujourd'hui, le DIY ne représente plus qu'une toute petite partie des ventes d'Aromazone, apparemment environ 10%. Et en fait, tout ce changement, ça me fait vraiment poser une question. Est-ce qu'on assiste finalement à la fin du DIY en France? Aujourd'hui, l'opinion générale voit vraiment le DIY moins positivement qu'avant. Pendant longtemps, la marque a présenté le DIY comme un simple assemblage d'ingrédients. Les recettes étaient accessibles, faciles à suivre, mélanger les poudres ou les huiles suffisait à obtenir son cosmétique fait maison. Et cela fonctionnait. Ça permettait de séduire un très large public, souvent novice. D'un côté, c'est vraiment ça qui a permis au DIY de devenir un phénomène grand public, mais d'un autre côté, ça a posé problème et ça a vraiment montré des limites. Manque de compréhension réelle, beaucoup de clientes suivent simplement des recettes sans essayer de comprendre quoi que ce soit à ce qu'elles font. Parfois même en suivant à la lettre les recettes d'Aromazone, on pouvait avoir des phases qui se séparaient, des produits qui périmaient plus vite que prévu sans qu'on s'en rende compte, ou encore simplement des produits qui ne fonctionnaient pas du tout. Au final, parfois ça présentait un vrai risque pour la santé, des erreurs de dosage, des ingrédients qui ne sont pas censés être associés ensemble dans une formulation, un usage d'huile essentielle mal maîtrisé. On connaît tous l'histoire de cette personne qui a mis 50 gouttes d'huile essentielle dans son produit et qui au final s'est brûlé la peau ou a eu une réaction allergique. Tout ça, ça pouvait vraiment représenter un danger mais surtout un risque pour la peau et faire pire que mieux. Et voilà, c'est vraiment à cause de ces dérives que la vision du DIY s'est détériorée en France. Aujourd'hui, on voit le DIY comme un truc amateur, pas efficace, voire même dangereux. Aromazone a vraiment réussi à rendre ultra populaire le DIY, mais d'un autre côté, il a totalement détérioré l'image qu'on a du DIY et de la formulation fait maison. Et ça, c'est parce que la marque n'a jamais vraiment essayé d'éduquer les clients à la formulation, mais a simplement essayé de créer des recettes facilement réplicables et rapidement réalisables pour toucher un plus large public. Mais évidemment, la formulation cosmétique, c'est une vraie science, parfois complexe, et le DIY ne peut pas se résumer à un simple mélange d'huile et d'actifs approximatifs, comptés en gouttes ou en cuillères pour leurs effets indépendants. Les matières premières et les formulations présentent des synergies avec une certaine stabilité au sein de certaines formulations et certains effets avec certaines combinaisons. Il y a presque toujours des concentrations réglementées et surtout des risques associés avec les différents ingrédients. Mais au lieu d'être effrayé par cette réalité, le DIY gagnerait beaucoup à développer des sources pour mieux comprendre la formulation, pour éduquer les clients et pour tout simplement comprendre que le DIY, c'est vraiment de la formulation. Moi, je ne pense pas que le DIY, ça soit le problème en lui-même. Mais c'est vraiment la manière dont on a simplifié et commercialisé cette idée de on va réaliser notre cosmétique soi-même très rapidement qui est venu créer tous ces problèmes. Et c'est ça qui explique que le DIY aujourd'hui est vu comme une pratique risquée ou dangereuse. Alors, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on comprend vite que le DIY n'est pas condamné et que ça peut fonctionner. Il y a énormément de créateurs de contenu comme Humblebee Me, Tarali et beaucoup d'autres. Et il existe aussi énormément de boutiques entièrement dédiées au DIY aux États-Unis. Leur approche est vraiment différente d'Aromazone. Ils ont une approche qui est beaucoup plus scientifique, structurée, avec un enseignement sur la formulation avant de transmettre des recettes. Ces boutiques-là, elles ne vous mentent pas en vous vendant une matière première sous couvert d'ingrédients cosmétiques, mais elles vous vendent vraiment des matières premières avec leur fiche de sécurité et toute la réglementation qu'il faut pour comprendre comment les employer et comment bien les gérer. Et vraiment, je n'ai pas pu trouver d'équivalent en France ou en Belgique, voire même en Europe. Alors là-bas, ils ne vous vendent pas le DIY comme quelque chose de facile à réaliser, quelque chose d'économique ou bon pour l'environnement. Ils vous vendent le DIY exactement pour ce que c'est. C'est un outil d'apprentissage, un moyen d'apprendre comment fonctionnent les actifs, un moyen de mieux connaître votre peau et quelles matières premières vont vous correspondre, mais c'est surtout un hobby qui prend du temps et qui demande un vrai investissement. Il y a énormément de concepts qui sont hyper importants.
Des concepts de formulation, des concepts de pH, de stabilité, les conservateurs, la compatibilité des ingrédients, comprendre les fiches de sécurité, mais aussi quels dangers sont liés à certains actifs chimiques. Le DIY, c'est pas juste un loisir créatif, c'est vraiment une discipline qui demande de la rigueur, de la lecture et de bien se renseigner. Mais on peut commencer le DIY très simplement. On peut suivre des recettes basiques qui contiennent 2 ou 3 ingrédients, comme des sérums par exemple, comprendre le rôle de ces ingrédients, leur effet sur votre peau, sur vos cheveux, avant de venir s'attaquer à des formulations beaucoup plus complexes avec des dizaines, des quinzaines d'ingrédients. En résumé, le DIY, je pense que ça peut être vraiment un outil d'apprentissage ultra intéressant. On n'est plus un consommateur passif, mais on commence à s'intéresser aux listes d'ingrédients dans nos cosmétiques, on commence à comprendre qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, et surtout comment fonctionne notre peau et nos cosmétiques. Et en ayant vraiment cette approche scientifique de la réalisation des cosmétiques, c'est là qu'on va éviter d'avoir des dérives et des problèmes comme ce qu'on a pu observer avec Aromazone. Et voilà pourquoi je lance cette chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de transmettre ma passion de la cosmétique et de la formulation, et j'ai pas trouvé d'équivalent actuellement sur le YouTube français. Et toi, qu'est-ce que tu penses du DIY? Est-ce que tu as déjà tenté Aromazone? Est-ce que tu as déjà réalisé des produits par toi-même? Qu'est-ce que tu penses du changement d'identité d'Aromazone actuellement? Dis-moi tout en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.